Merci beaucoup. Merci de nous accueillir pour ça et merci à vous. Une très belle femme d'ailleurs. Merci de nous introduire de cette façon-là parce que, bon, on fait face à une problématique très, très généralisée, entre autres à Yoshti, hein. L'industrie minière est arrivée très vite. On n'a pas réussi au début à la contenir parce que c'était très difficile. Les gens n'étaient pas préparés. C'est pas comme en Abitibi, là, où tout le monde sait c'est quoi un géologue, c'est quoi un mineur. À la baie James, c'était complètement différent et tout le monde le sait. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte du potentiel, ben, on s'est mis, l'industrie s'est précipitée vers la ruée vers l'or et le lithium et autres, les méthodes bases. Mais nous, on était, ben, il va falloir quand même être prêt pour ça. Alors, tout un processus qui est arrivé et on s'est rendu compte qu'à la fin, que, bon, il y a des choses qu'on aurait pu voir déjà en avance et des choses qu'on aurait pu développer nous-mêmes par nos propres instruments. Donc, développer déjà la formation, c'était, il y avait un lac dans la formation, il y avait un problème dans la formation au début, et surtout pas la formation du côté de développement minier, parce que là, quand même, on a réussi. Hein, le leadership, tout de suite, avait installé de quoi. Moi, j'ai commencé en 2002, hein, donc 2000, c'est à peu près la période où ça a commencé la ruée vers la baie James. Donc, en 2002, c'était très tôt, mais en même temps, c'était une obligation de bouger très vite. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien qu'une fois que ça commence, eh ben, c'est très difficile de l'arrêter. Et après, bon, arrêter, ce n'est pas le but, parce qu'on veut développer, mais on veut développer d'une façon à respecter tout le monde. Alors, pour ce, nous, on s'est dit, il va falloir expliquer aux gens qu'il y a des choses à faire. En plus, qu'il y a des solutions, peut-être qu'on ne les a pas, on ne va pas les partager parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur des sujets de la sorte. Alors, j'ai invité deux panélistes, déjà, avec des gens d'expérience, déjà. Hein. J'espère que ça ne te rajeunit pas quand même de te dire que ça fait 40 ans quand même que tu fais ça. C'est assez impressionnant. Et, ça, c'est Dominique Doucet, le président de Sirius, que je suis content d'avoir avec nous. Donc, écoute, et Lucie, c'était vraiment une chose. Lucie Couder, qui est professeure à l'UQAD, et j'étais surpris par voir ce qu'elle faisait. Je vais parler un petit peu de ça un petit peu plus tôt, mais je voudrais déjà vous dire bienvenue, bienvenue à ce panel qui va parler comment minimiser l'impact de l'exploration sur le territoire. Et là, on parle sur le plan environnemental et social. Attention, ça va tellement ensemble que... En tout cas, on se reparlera un peu plus tard. Alors, l'exploration minérale, bon, elle a suivi plusieurs étapes, mais c'est des étapes clés quand même, parce que on est parti de tout de suite rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a un côté social qui est très, 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 très sensible, mais il y a plusieurs autres côtés qui sont quand même extrêmement sensibles, étant donné que le territoire lui-même il n'était pas reconnu pour son potentiel, ou plutôt que les gens étaient un petit peu frileux envers le potentiel de la baie James. Donc, tout de suite, on s'est dit, OK, pour le moment, on a la BTB, on va se concentrer à la BTB. Le moment où ça a commencé à voir ailleurs, les gens commençaient à être un peu plus nerveux et qu'ils voudraient bien avoir une part du gâteau qui se trouve à Yoshti. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, le moment où les choses vont se faire proprement et le moment où les choses devraient être étudiées au préalable pour arriver à ça. Donc aujourd'hui, on va parler en étroit, hein, parce que je vais y mettre avec eux. Ils sont plus d'expertise dans le domaine que moi, mais j'ai quelque chose à dire. J'ai mon mot à dire là-dedans. Je suis un géologue et aussi j'ai fait de l'exploration et j'ai fait de la recherche aussi dans le domaine. Donc merci à mes panélistes qui sont là et merci à vous de rester là parce que souvent, une journée très longue qui était hier. Et voilà, donc je voudrais commencer déjà à m'excuser pour Jimmy. Jimmy, au fait, l'idée, c'était avoir trois panélistes et chacun avait quelque chose qui est propre à lui et qui est la force de pouvoir établir une discussion avec des pôles de force intéressants. Évidemment, Jimmy, je voulais l'avoir. Jimmy McLeod, ceux qui ne connaissent pas,
et il a commencé, c'est un des pionniers de l'exploration sur le territoire Iouchti. Il a commencé, il avait 12 ans à travailler pour des compagnies qui se trouvaient dans la région de Chibougamau. Et c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, évolué dans ce domaine-là. D'ailleurs, il a été récompensé par le PIDAC, donc ça c'est le PDAC à Toronto, parce qu'ils reconnaissent son travail. Il y a aussi Sam Bossum qui n'est pas non plus avec nous, que aussi il a eu la même reconnaissance. Mais Jimmy, je voulais l'avoir sur le plan, comment lui, qui a fait une compagnie d'exploration, qui a fait une compagnie d'environnement, comment il a réussi à faire ça dans un esprit traditionnel de sa nation, de sa culture, de sa communauté, de sa famille. Attention, parce que Jimmy paraît peut-être beaucoup plus moderne, mais dans la famille, il y a des gens qui sont très traditionnalistes et il a dû travailler là-dessus. J'aurais aimé le voir ici pour en parler de ça. Fait que ça, c'était la première approche. La deuxième approche, je voulais quelqu'un d'expérience. Quelqu'un d'expérience, il a 40 ans, d'expérience, plus les 30 ans, ça fait 70 ans maintenant? Non. Donc, tu me diras ça après. Donc, voilà, j'avais besoin d'expérience, mais j'avais besoin de quelque chose de plus important. Et je pense, mon ami Joanny a parlé de ça tout à l'heure, parce que Sirius, c'est une des premières compagnies quand même, mis à part Mario, qui a eu tous les honneurs tout à l'heure, il a eu quand même, c'est un des premiers qui s'est installé là-dessus. Mais ce qui est important là-dedans, ce n'est pas le fait d'être écologo. Le fait d'y penser d'être écologo, c'est déjà le plus gros pas. Parce que à ce moment-là, les gens qui pensent à ça, donc ils sont arrivés à un niveau de réflexion déjà très intéressant pour nous, pour la population. Des gens qui déjà pensent à l'environnement, des gens qui pensent à d'autres gens. Et je trouve ça une ouverture d'esprit extraordinaire. Et laissez-moi vous le dire, depuis toutes les années que je suis dans ce domaine, maintenant, juste avec l'écrit, ça fait 23 ans que je travaille. Mais j'ai travaillé auparavant aussi, mais avec l'écrit, ça m'a donné toute une autre dimension. Et juste ces années, moi, j'ai vu une différence extraordinaire entre les chefs d'entreprise de l'époque et les chefs d'entreprise actuels. Même les Australiens, parce qu'ils viennent d'Australie avec une autre mentalité et tout, mais il reste que des gens sont beaucoup plus conscients qu'on avait auparavant. Donc, honnêtement, j'ai vraiment content de voir quelqu'un de cette expérience-là. Et aussi, je dois le dire, Dominique, j'ai une grande amitié avec Dominique pour la raison simple, c'est qu'il y a une grande sensibilité, je ne fais pas ça parce que tu es là, je l'ai toujours pensé, une grande sensibilité envers les gens avec qui il fait affaire. Et céder à des choses que moi, je n'aurais jamais pensé. J'ai vu déjà d'autres chefs d'entreprise réagir envers quelque chose, par exemple, que le Taliban demandait. Le Taliban, c'est le chef de trêve. Et que jamais, tu vois la réaction de la personne, déjà le premier contact, comme, il y a un problème, il y a le feu à la cabane, et il va falloir faire de quoi. Mais quand j'ai vu à plusieurs reprises Dominique, qui est là devant moi, une réaction bien ordinaire, un humain, qui essaie tout de suite de comprendre et jamais il n'y a pas de panique. On le voit tout de suite qu'il n'y a pas de panique. J'ai adoré ça. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, tout le monde va devenir comme ça et la communication va être beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, merci Dominique d'être avec nous. Franchement, c'était quelque chose de très important pour moi. Et aussi, maintenant, ce qui me manquait dans cette dimension, c'est vraiment une dimension académique. Une dimension beaucoup plus philosophique, parce que c'est important. Hein, la philosophie, c'est la mère des sciences, et la mère de tout, en fait. Donc, il est important d'avoir cette profondeur, aller chercher des pensées des gens brillants, des gens qui pensent, qui réfléchissent sur ces questionnements tout le temps. Et donc, j'ai pensé à Lucie, après avoir passé à travers son pedigree, si on peut dire ça comme ça. Et Madame Couder, excuse-moi, c'est correct, hein, je t'appelle Lucie. C'est une nouvelle connaissance, je suis très content de la connaître. Je pense que ça va être une bonne amie pour le futur, j'espère. Je me cherche des amis ces temps-ci. Alors, évidemment, Mme Couder a travaillé, elle a un passé académique très intéressant et très important, passé d'Europe, ici en Amérique, et après ça, faire un doctorat dans un domaine qui était plutôt touché à l'époque, même si elle n'est pas très vieille. Et elle n'est pas vieille du tout, en fait. et ça j'étais tout de suite happé par l'idée qu'il y a des choses que nous, on ne touche pas. Et je vous dis, par exemple, travailler sur l'hydrométallurgie. Moi, je connais, c'est quoi la métallurgie? Mais l'hydrométallurgie, ça me dit absolument rien. Et j'étais curieux, j'allais fouiller un peu. Et là, j'ai compris que tout est lié, finalement. Parce que plus tard, dans un des sujets qu'elle traite, c'est le traitement des eaux.
Alors, tu dis, bon, elle passe au traitement des minerais, les rejets minerais, jusqu'à traitement des eaux, etc. Donc, le domaine était très large, mais en même temps, elle voit les conséquences de ce qui est arrivé par des compagnies d'exploration et des compagnies minières. Nous, on va se concentrer un petit peu sur les compagnies d'exploration. Donc, je pense que je vais faire un petit move, si vous permettez, m'asseoir avec mes amis. Merci beaucoup. Il y en a quelqu'un qui a tenté un applaudissement. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais tout de suite parler avec mon ami Dominique. Dominique, regarde, moi j'ai eu plein de questions, honnêtement, et hier, ça a bouillonné dans ma tête parce que je me suis dit, il va falloir quand même sortir le maximum de ce qu'on pourrait de cette discussion. Et aussi, je pensais aussi qu'il était important de poser des questions qui peuvent ramener certaines explications ou certaines réponses aux gens qui sont à côté de nous. Donc, moi, je vais commencer, en fait, une question qui pourrait aussi t'intéresser, Lucie. Je serais bien content que tu y répondes aussi. Nous, on fait beaucoup de choses. L'exploration a fait beaucoup de choses sur le territoire. Je parle de le territoire Iouchiti parce que, bon, c'est celui qui me touche le plus en ce moment. Et on y travaille tous les deux, d'ailleurs. Les pratiques, on n'a pas eu de très bonnes pratiques dans les années 50, les années 60, les années 70 et même les années 80. Tu confirmes ça. Donc, quelles sont actuellement, comment qu'on pourrait, et quelles sont les pratiques que vous voyez qui pourraient réduire l'impact environnemental sur le territoire? Je sais que c'est une question très, très large, mais je veux comme mettre une table globalement pour voir si vous nous donnez d'autres questionnements qui pourraient encore développer la discussion. Désolé, je dois garder ça plus proche de moi comme ça. Donc, vas-y, Dominique, je te laisse. OK, merci beaucoup, Youssef. On m'a donné cette page-là ce matin. Et les questions sont écrites. Mais moi, je ne suis pas habitué au panel, mais ils n'ont pas écrit les réponses. Fait que, là, je suis un peu embêté, donc je vais improviser. Comment minimiser les impacts? Ben, d'un, moi, je suis quelqu'un qui aime jouer avec les mots, je vous avertis. J'ai toujours fait ça depuis que je suis tout jeune. Donc, minimiser les impacts. Mais là, moi, je veux maximiser les impacts positifs, minimiser les impacts négatifs. Donc, comment on peut faire pour minimiser les impacts négatifs en regard de l'environnement? Mais l'environnement, moi, j'ai une formation ingénieur en géologie. Et dans le domaine, le merveilleux monde de la géologie, on apprend le minéral qui a un impact sur le végétal, l'animal, l'eau, la terre, le feu. C'est des choses là, de base qui remontent à l'Antiquité. Donc, on apprend que la planète Terre, c'est un système dynamique. Puis là, on voit que depuis les dernières décennies, plusieurs sections de la société, les scientifiques, là, les biologistes, les océanographes, les gens qui travaillent sur les climats, les géologues, les gens de l'industrie, tout ça. Donc, il y a un mot qu'on ne connaissait pas dans les années 50. Puis là, c'est toute industrie confondue. C'est peut-être le mot pollution. Il faudrait vérifier à quelle année ce nom-là a pris naissance. Donc, toute l'activité industrielle de l'être humain sur la planète, toute industrie confondue, on cochonnait la planète. Les pêcheurs, on allait sur les bateaux, puis ils jetaient le cochonnerie dans l'océan en disant « la mer est grande ». Et puis ça, bon, c'est juste un petit exemple, une petite image. Donc, comment minimiser? Dans un, c'est la prise de conscience qui, elle, s'est faite par tous les secteurs de la société depuis les dernières décennies, incluant l'industrie minière qui a cochonné l'environnement dans les années 40, 50, etc. Et jusqu'à des décades plus récentes. Et là, on a vu tout à l'heure avec des groupes comme Restore Action, on nous navigue, puis après ça, Iouchi, nous-mêmes, on fait partie de ce mouvement-là. On nettoie les choses qui ont été cochonnées dans le passé. Bon, comment minimiser? D'un, c'est nettoyer les choses du passé, c'est de base. Puis ensuite, moi, je vois le mot communication. Ça fait un petit peu plus que 30 ans que Sirius fait des efforts d'exploration sur Iouichi. C'est mieux.
Et puis, l'arme la plus puissante, c'est la communication avec les gens qui y habitent, c'est-à-dire avec les CRI qui habitent le territoire. Et c'est facile aussi de dire ah, communication, blablabla. Pour les entreprises d'exploration que je représente comme exemple, n'oubliez pas, c'est des PME. On est inscrit en bourse, oui. Hey, une compagnie inscrite en bourse, mais c'est une PME, petite équipe, c'est un petit nombre de personnes. Et lorsqu'on regarde l'immensité de IOC, on voit que, par exemple, dans la portion nord, les communautés sont à la rive de la baie James, début de la baie d'Hudson. Je pense à Waskaganish, Eastmain, Wimminji, Chisasibi, Wapmagostoui, par exemple. Donc, les communautés sont essentiellement riveraines à la baie James. Puis on appelle ça la baie James, on appelle ça IOC. Mais le territoire, il va jusqu'à 700 km en dedans des terres. Et lorsqu'on regarde les potentiels d'exploration, les territoires que les nombreuses compagnies explorent maintenant, c'est beaucoup à l'intérieur des terres. Et ce qui veut dire que lorsqu'on arrive du sud, les petites équipes montent pour travailler, mais ils ne passent pas par les communautés. Donc, c'est difficile d'avoir une communication forte et fréquente avec les communautés. Donc, on a plus de chances, nos petites équipes, de croiser peut-être nos amis, les CRI, les Talibans ou les familles relatives aux Talibans sur le territoire en dans des terres. Donc, la communication, c'est important parce que c'est la seule façon pour pouvoir comprendre et pour les CRI de transmettre les choses qui sont importantes pour eux au niveau de l'environnement. Parce que eux, puis c'est logique, idéalement, c'est de garder la nature la plus intacte, la plus, en anglais, pristine possible. L'eau, extrêmement important pour tous les êtres vivants, que ce soit les humains ou les animaux. Donc, de pouvoir capter puis écouter le message que ces gens-là peuvent avoir. Bon, nous, on est souvent des géologues, des ingénieurs, on a fait des mathématiques pour faire accéder à des sciences, des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup encore de gens de la communauté CRI qui sont des géologues. J'en connais un, puis d'ailleurs, en ce moment, il est en train de faire du forage pour nous. Il fait partie de l'équipe de Sirius, Roger Moore, que certains d'entre vous connaissent. Il est en train de forer en ce moment sur les territoires de Chisasibi. Donc, juste pour dire que, puis on a deux techniciens miniers qui sont avec nous, de la communauté de Mistisini puis Chisasibi. Bon, ces gens-là font des tâches de techniciens, échantillonnage, traitement des échantillons, etc. Ils épaulent les géologues sur le terrain, toutes sortes de tâches manuelles et aussi traitement des échantillons. Bien, ça fait un contact. Puis je dis, s'il y a des CRI qui sont impliqués dans les projets sur place, que ce soit au niveau technicien, au niveau homme ou femme de ménage, peu importe, sur des campements, hommes de camp ou femmes de camp, c'est gênez-vous pas les CRI, gênez-vous pas, vous n'êtes pas le président de la compagnie, OK, pas de problème, vous êtes un employé, gênez-vous pas pour donner vos commentaires. Eh bien ça, moi, j'aime pas ça, ça me fatigue, parce que pour moi, c'est important ces arbres-là ou l'eau. Donc, c'est très simple, mais c'est ça qui est le plus important pour nous, de capter les messages, puis les informations, les connaissances des gens qui vivent. La communication, finalement. Oui. Je commençais à m'inquiéter. Je dis, vas-tu arrêter? Mais, Moi, je fais mes mères un peu. mais j'ai bien compris. Non, j'ai très bien compris. Tu es arrivé à quelque chose où tu as commencé, c'est-à-dire la communication. Donc, même les gens qui travaillent au sein d'un groupe, qui ne sont pas autochtones, il serait bien quand même, comme Dario parlait tout à l'heure, il serait bien quand même d'intervenir et dire ce qu'ils pensent sur place, parce que ça pourrait apporter un plus à la compagnie par rapport à l'environnement et l'impact. Quand ils ont des cris dans l'équipe, ben, qu'ils ne gênent pas ces gens-là pour donner leur input. Ça, exactement. Ouais, je pense que j'avais bien compris. C'était une très bonne idée. Merci beaucoup. Et Lucie, je vais te laisser. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu as un regard quand même assez différent parce qu'à partir d'université, on voit, on entend, mais aussi il y a des projets qui sont déroulés autour
Je sais que chez vous, il y en a, parce que j'en ai assisté moi-même à des projets qui se tournent autour de la communication, mais pas juste la communication, c'est comment se faire accepter, comment l'acceptabilité sociale, entre autres, mais comment qu'on pourrait, un projet pourrait être valide sur un territoire et comment minimiser l'impact de l'environnement selon toi. Mais, je pense que comme Dominique le mentionnait tout à l'heure, il y a un pas de recul à faire sur la façon dont l'industrie minière a fonctionné dans le passé, que ce soit au niveau de l'exploration ou de l'exploitation, puis d'avoir l'humilité de se dire que on n'a peut-être pas toujours fait les choses de la bonne manière, parfois par manque de connaissances. C'était pas intentionnel d'avoir ces impacts-là sur l'environnement, mais on se rend compte que la façon dont on faisait les choses n'était peut-être pas adéquate, puis on a un impact. C'est de le documenter, cet impact-là, d'améliorer nos connaissances, puis de partager les différents savoirs entre les différentes sphères. On était en début de semaine dans un autre symposium avec l'industrie minière, justement, et j'ai trouvé ça vraiment émouvant et enrichissant de voir deux compagnies qui sont en exploitation venir se partager les bons coups et les moins bons coups dans ce qu'ils font, dans leur façon de travailler, puis dans leur façon de regarder la restauration minière et d'intégrer les communautés C'était qui autochtones. déjà? On avait Dilmar, puis on avait la mine Raglan qui était là avec nous, puis qui nous montrait toutes les connaissances qu'ils ont apprises, puis comment ça les a fait grandir, de partager les connaissances, d'aller au contact des communautés, de voir les communautés leur enseigner l'utilisation du territoire qu'ils avaient, l'importance de remettre ce territoire-là en fonction au moment où la restauration va se terminer. C'est quoi les usages qu'ils vont vouloir faire de ce territoire-là par après. Puis ce qu'on a au niveau de l'exploitation, ça se fait aussi en amont au niveau de l'exploration. Donc, c'est peut-être d'intégrer davantage les communautés lorsqu'on va planifier aussi ces travaux de forage, ces travaux d'exploration, les intégrer dans les discussions pour pouvoir les former aussi, pour pouvoir les intégrer dans ces choses-là et qu'ils puissent, comme Dominique le disait, indiquer qu'est-ce qu'ils aiment moins dans la façon dont on opère à l'heure actuelle les choses. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme écologo ou encore les réglementations du ministère qui, en ce moment, sont de plus en plus serrées? Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions, justement, à en arriver là? Non, non. Pour une fois, une réponse courte. Pourquoi je dis non? Ça ne peut jamais être oui, non. C'est toujours dans des zones grises, un peu ces choses-là. Dans le sens que oui, écologo, c'est très bon. J'ai vu la présentation et nous, on est écologo, je crois, bien, oui. Mais dans le contexte des juniors, par contre, c'est difficile. Là encore, j'en reviens, n'oubliez pas, les juniors d'exploration, c'est des PME. Puis, quelqu'un l'a mentionné, dans toute chose, c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre. Ça va être plus facile pour les compagnies de services d'être écologos. Pourquoi? Parce qu'ils ont des revenus. Les compagnies d'exploration n'ont aucun revenu. La seule façon d'avoir des entrées d'argent, c'est par l'émission du capital action. Là, on tombe dans les marchés boursiers ou encore des partenariats. Puis, on sait très bien dans le contexte, la conjoncture est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de compagnies juniors qui sont moribondes financièrement parlant. Et vous savez, il y a question des abris fiscaux, les accréditives, etc. Mais il y a deux sortes d'argent pour une junior. Il y a l'argent qui provient des accréditives dont l'utilisation est restreinte à certaines activités d'exploration. Tout ce qui est permis, puis payer le renouvellement pour écologo, payer toutes les choses qui ne sont pas strictement pour trouver du cuivre ou de l'or dans la roche, ne peuvent pas être financées par des accréditives. Tout ça pour dire que les compagnies sont pauvres, c'est des petites équipes. Ce n'est pas toutes les compagnies qui vont pouvoir être écologos, même si ils peuvent être, dans les faits, ils peuvent l'être. Parce que quelqu'un l'a mentionné, au début tu l'as mentionné, Youssef, on peut ne pas être écologo, mais avoir les pratiques puis la conscience ouverte à la protection de l'environnement. Et ça, il faut que ça soit diffusé. Mais je disais aussi que si quelqu'un, une compagnie, elle va vers un écologo, ça veut dire que déjà, il y a un bel esprit, parce que l'idée d'aller là, donc il y a une ouverture d'esprit des personnes et des compagnies, des gens qui travaillent dans la compagnie.
Fait que, il y a quand même un impact. Moi, ce qui me dérangeait là-dedans, et pourquoi j'ai posé la question, je te reviens, Lucie, c'est parce que je sais qu'il y a des réglementations qui vont au-delà. Ecologo, pour moi, ne pose aucun problème de mécanique, ne pose aucun problème de stratégie. C'est au contraire. Ça ne peut être que positif. C'est comme ça que je le vois. De toute façon, vous pouvez être pas d'accord. Mais l'idée, est-ce que toutes les réglementations, d'ailleurs, on a vu ces derniers temps, comment l'AEMQ, excusez-moi encore une autre fois, comment l'AEMQ a informé beaucoup les compagnies, les géologues, etc., à propos de ce qui se passe en ce qui concerne la réglementation nouvelle du ministère. Mais ça c'est l'effet négatif ou l'effet pervers, parce que je reviens, on est des petites équipes. Souvent, c'est des géologues, ingénieurs en géologie. On n'est pas des gens qui passent notre temps à faire de la paperasse. Fait que là, ils sont en train de transformer nos géologues à faire de la paperasse 1 mois pour pouvoir aller faire 3 semaines de terrain. Fait que ça, c'est un gros problème parce qu'il y a le timing, il faut les payer, ces gens-là. Là, je parlais encore de l'argent, le nerf de la guerre. C'est que là, on déplace, on a besoin d'argent non accréditif pour faire de la paperasse, pour remplir des paperasses pour dire qu'on va faire les choses correctement. Et on fait face à des timings, parce que le marché boursier, là, c'est comme ça. Puis les compagnies se financent avec des cycles comme ça. Puis l'hiver, tu ne peux pas faire certaines activités d'exploration. L'été, pendant le goose break, pendant ci, pendant ça. Puis là, si ça te prend 1 mois puis 3 mois pour avoir les permis ou déposer ton rapport annuel de travaux que tu dis que tu vas faire, puis il faut que tu le fasses 30 jours d'avance, si tu ne sais pas encore que tu as le financement. Des fois, nos compagnies, le financement, il arrive, puis là, il faut que tu décolles tes travaux 2 semaines après. Ça fait que là, nous, on n'est pas des entreprises corporatives qui peuvent faire des plans d'affaires, puis des plans sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, ça fait 30 ans qu'à chaque année, je lutte pour avoir 1 an de survie. Bien, je vous dis, c'est un fait vécu, là, bon. Ça fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas tant de juniors que ça qui vont pouvoir être écologo à cause de toutes ces questions de paperasse et de timing au niveau d'argent. C'est malheureux à dire comme nous, le Sirius, on est écologo, on est parmi les premiers. Je ne suis même pas sûr si on va être capable de rester pour des questions financières. Ah, il faut, là. Ah, il faut commencer, il faut. Pour l'étiquette écologo, mais ce qu'on fait sur le terrain, on va toujours faire le maximum qu'on peut pour s'améliorer, pour être encore meilleur sur le terrain. Mais moi, comme je le criais à qui veut m'entendre tout à l'heure, est-ce qu'on a raison de penser comme ça, qu'il y a une évolution dans la pensée des gens en général qui pratiquent cette industrie? Parce que tu as sûrement côtoyé des gens comme ça, vu qu'on travaillait sur les résidus des sites miniers. Oui, on voit effectivement de plus en plus une évolution. Puis moi, je n'ai pas été témoin de toute cette évolution, mais j'en entends beaucoup parler parce que je travaille à l'Institut de recherche mines et environnement. Puis je bénéficie de l'expérience de professeurs qui sont là depuis plus de 20 ans. Puis au début, l'environnement minier, c'était 2 mots qui ne se mettaient pas du tout ensemble. Puis aujourd'hui, c'est une fierté de l'industrie minière de dire qu'on a de l'environnement minier, qu'ils ont des départements en environnement minier pour améliorer leurs pratiques. Donc, l'environnement est intégré. Est-ce qu'il faut l'intégrer par la réglementation? Ça peut aider, oui, mais encore une fois, il faut s'assurer que les démarches ne soient pas trop lourdes pour les personnes qui doivent les faire. Sinon, c'est juste du papier, comme Dominique disait, qu'on remplit, puis les gens vont le remplir peut-être parfois un peu trop rapidement, un peu croche, puis est-ce que c'est vraiment les bonnes informations? Faut aussi s'assurer quand on met une réglementation en place qui va sécuriser la population, de se dire, oui, on s'assure par cette réglementation-là que les choses sont bien faites, qu'on donne les moyens au ministère de pouvoir faire ces contrôles-là. Pour ne pas donner une fausse image qu'on demande aux gens de bien faire, puis finalement, on n'a pas les moyens d'aller s'assurer que c'est le cas. Donc, c'est des choses à regarder. Tu parlais de valorisation des rejets. Quand moi, je suis arrivée à Liam en disant, je voudrais aller voir dans les rejets miniers, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs? Parce que ces rejets-là, on a déjà broyé la roche, on a déjà une bonne partie du travail qui est faite, puis surtout la partie qui consomme beaucoup d'énergie, donc qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher les métaux qui sont dedans? Puis je me faisais un peu rironner. Non, si ça avait été le cas, on l'aurait déjà fait. Mais en fait, c'est parce qu'on regarde souvent une valeur qui est présente. Puis là, les gens se mettent en exploration de plus en plus, à développer des outils, à les utiliser pour regarder ces valeurs,
pour regarder les sulfures. Est-ce qu'ils vont avoir, en exploitant ces potentiels gisements-là, des impacts environnementaux? Ils regardent de plus en plus, est-ce qu'il va y avoir des coproduits? Peux-tu dire un petit mot sur le sulfure? Je pense que les gens seraient intéressés de... Mais Qu'est-ce qui causerait comme problème? Ces sulfures-là, au contact de l'air et de l'oxygène, lorsqu'on va mettre la roche à l'extérieur, ils vont s'oxyder puis ils vont générer de l'acide sulfurique. Donc, ça dit acidité. C'est notre pH qui change. Puis si notre pH change, les métaux qui sont associés à notre roche peuvent partir dans l'environnement si on ne gère pas les eaux de façon adéquate. Donc, ces gens-là, au niveau de l'exploration, documentent de plus en plus qu'est-ce qu'il y a dans cette roche-là, pas seulement la valeur pour laquelle on leur a demandé de regarder les gisements, les potentiels futurs gisements. Donc, c'est là qu'on voit aussi un changement dans les mentalités dès l'exploration. On essaye avec la carotte d'avoir le plus d'informations possible sur qu'est-ce qu'il y a dans cette roche-là. Pas seulement l'or, pas seulement le cuivre, mais tout ce qui peut s'y trouver. Et à partir de là, les métallurgistes, parce que tu parlais tout à l'heure de métallurgie ou d'hydrométallurgie, vont embarquer pour se dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Oui, j'ai une valeur à aller chercher, mais est-ce que je peux aller en chercher d'autres des éléments? Puis si j'enlève les éléments problématiques de mes silicates, de mes aluminosilicates qui sont présents dans ma roche, est-ce que ce rejet-là, qui à l'heure actuelle s'en va dans des parcs à résidus, je peux les valoriser ailleurs? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le domaine de la construction? Donc ça pourrait être bon pour la compagnie elle-même, la mine ou la compagnie d'exploration. Ça peut être bon pour la compagnie elle-même, mais ça peut aussi être bon pour les compagnies autour. On parle beaucoup de plus en plus d'économie circulaire, mais les mines peuvent faire de l'économie circulaire. De plus en plus le regardent aussi. Est-ce que leurs rejets à eux peuvent être des matières premières pour d'autres? Un petit mot sur l'économie circulaire dans le contexte? C'est ça. On en a parlé la dernière fois pendant notre réunion, mais je pense que tu pourras oui, le dire mieux que moi. on a tourné en rond aussi sur notre économie circulaire. Mais c'est ça, c'est de regarder comment on peut améliorer nos pratiques, comment en travaillant tous ensemble, on peut maximiser. Tout à l'heure, Dominique parlait de maximisation. Comment on peut maximiser l'exploitation de nos ressources minérales? Et ça, si on va chercher toutes les valeurs qui peuvent s'y trouver, ça va avoir un impact très positif sur l'environnement parce qu'on n'ira pas ouvrir d'autres gisements ailleurs. Oui. On va améliorer la façon dont on exploite les gisements qu'on a actuellement et on va améliorer la façon dont on va exploiter les futurs gisements qui vont être découverts, mais dans plusieurs années. Mais j'aime bien l'idée que l'exploration, déjà, on peut prévoir quoi éviter. Mais là, ça m'embête un peu, je te vois honnêtement, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais toute l'exploration, on va chercher de l'or, mais il y a quelque chose qui arrive. On va chercher les terres rares, il y a quelque chose qui arrive. On va chercher les métaux rares, il y a quelque chose qui arrive avec. Et la même chose pour les métaux de base et de l'or, les sulfures. Donc, en fait, on peut définir ce qu'est le problème. Et après, l'intervention, faire quoi pour ça? Moi, ça me paraît énorme. Je veux dire, juste à penser, si on exploite les terres rares, corrige-moi Dominique, je ne pense pas que j'ai tort là-dessus, les terres rares, surtout, il y a des éléments radioactifs. Comment on va gérer tout ça? Comment on peut gérer ça? Puisqu'on parle de l'exploration, mais justement, c'est là qu'il faut que ça se passe. On n'attend pas que ça arrive à la mine, n'est-ce pas? Avez-vous une idée? Là, je lance ça dans l'air. Sandra ne les a pas écrits, elle n'a pas écrit les questionnements non plus. Là, fait que les réponses, je veux dire, excusez-moi. Et donc, si vous avez une idée, moi, je serais content parce que moi, ça me pose moralement vraiment un gros problème. Parce que si on fait l'exploitation de quelque chose et on ne peut pas éviter les autres choses qu'on ne désire pas, parce que c'est ce qui arrive. Dans l'exploitation de l'or, on a beaucoup de soufre, les métaux de base, c'est la même chose des sulfures. Et encore, c'est le gros problème dans les bassins de neutralisation, c'est avoir autant, etc. Mais aussi, d'un autre côté, dernièrement, moi, j'ai plus travaillé dans les métaux rares comme le lithium, le fluor, le molybdène, et je sais que là-dedans, il y a un problème. Donc, l'exploitation ne peut pas se faire sans problème parce qu'il y a des éléments radioactifs qui vont se présenter là. Alors, je parle d'éléments radioactifs, évidemment, ce n'est pas la même chose que d'avoir une mine d'uranium ou des choses comme ça, mais quand même, il y a un impact, que ce soit sur la santé ou que ce soit sur les gens directement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à penser là-dessus? Est-ce qu'il y a une pensée philosophique qui pourrait arriver à la tête comme ça? Parce que moi, je ne le sais pas. Moi, je ne rentrerai pas dans le dossier des minéraux radioactifs parce que c'est au-delà de mes compétences et connaissances. Par contre,
ta question, puis la question de l'économie circulaire. Je vais juste donner un exemple pratico-pratique vécu, encore quelque chose qu'on est en train de faire. Là. Mettons, chez Sirius, nous, on a une découverte d'or, ça s'appelle Chichou. Puis la caractéristique, c'est que c'est de l'or libre. Il n'y a presque pas de très peu de sulfure, 1% au moins. Quoique ça ne veut pas dire que ça ne peut pas générer des solutions acides, là, mais les quantités sont faibles. Et c'est juste pour dire que cette roche-là, c'est pratiquement ce que les gens appelleraient communément c'est un granit. Et puis c'est du quartz, du feldspath, qui sont à peu près les deux minéraux les plus communs et les plus abondants sur la planète, je dirais. Hein? Ben oui, parce que c'est quartz, c'est feldspath, c'est pas contaminant, c'est difficile à altérer, etc. Par contre, une fois que la roche est broyée, tout ça est mise en concassé ou en poudre, moi, c'est peut-être idéaliste, illusoire. Tu te dis, ben, on pourrait-tu faire quelque chose avec ça? Ça fait que là, on est en communication avec l'Institut de recherche sur les traitements des résidus industriels à Rouen. Puis aussi, Cégep, l'Abitibi-Témiscamingue, là, on va faire des tests. Mais là, on est à l'étape de l'exploration. Là. On n'est pas en train de construire une mine, on n'a pas encore d'études économiques préliminaires de fait. Mais on y pense, on regarde. Mais pour l'économie circulaire, quand Lucie parlait, là, on peut regarder les autres choses qu'on pourrait peut-être valoriser. Aussi bête et simple que du quartz et feldspath. Mais la problématique principale que je vois, c'est que si vous avez, parce que les mines sont où elles sont géologiquement, et souvent, c'est qu'ils sont dans des territoires isolés, éloignés. Fait que là, ce qui va casser la chose, ou rendre peut-être impossible la chose, c'est les coûts de transport. OK, oui, on a un matériel qui pourrait servir pour du béton, pourrait faire du pavé uni ou des comptoirs de cuisine, peu importe. Du corian, là, ça, ils utilisent la silice, du feldspath, etc. Bon. Mais là, tu es au milieu de ici, ça fait que problème. Mais là, moi, ce que je vois, je connecte ça quand je pense à ce que la communauté CRI, ils ont créé un projet qui s'appelle la Grande Alliance. C'est un projet de développement puis de préservation sur certains territoires, puis de développement dans d'autres, et de connexion de transport, des routes, peut-être même des chemins de fer, ce serait fantastique, peut-être même port de mer, si je pense à Coutu-Arapic, Magustui, port d'eau profonde. Si un réseau de transport qui se développe, à ce moment-là, ça peut aider à faire de l'économie circulaire pour réduire ou permettre un transport d'une ressource minérale qui, autrement, serait considérée comme un résidu minier et valorisé. L'autre chose, au niveau philosophique, bon, disons que le système capitaliste, on va dire que c'est le moins pire des systèmes, là, dépendant des gens, mais y a-t-il moyen d'améliorer ça? Moi, je me dis que le capitalisme pourrait évoluer. Là, je tombe dans le marché boursier, la bourse, les questions financières. C'est que quand on fait les études économiques, OK, c'est toujours le taux de rendement interne, puis on va faire tant de rendement sur l'argent investi. Mais si, mettons, tu as des résidus à traiter, puis tu te dis, ouais, ça va coûter X dollars pour transporter ça, puis même si ça s'annulait et même si ça causait un coût supplémentaire à l'opération minière de prendre un résidu puis de l'amener, de payer du transport dans une zone, une agglomération plus importante dans laquelle ils vont faire une transformation, même s'il y avait un coût à ça, puis ça réduirait le fameux taux de rendement interne, réduire les rendements financiers, économiques. Il faut baisser ces rendements-là, puis augmenter le rendement environnemental. Fait que ça, moi, je vois que ça serait une évolution du système capitaliste, que les marchés boursiers n'auraient pas juste à valoriser les rendements purement en dollars, mais le rendement humain puis environnemental devrait être calculé puis tenu en compte. Il n'y a pas juste le montant d'argent que tu ramasses. Mais là, on va contre la philosophie pas occidentale, mais capitaliste, Non, mais là, qui il faut prime évoluer. l'argent. S'il y a de l'argent à faire, tout est possible. Je ne dis pas qu'il faut faire des déficits, mais on peut être moins gourmand sur les taux de rendement puis augmenter les rendements environnementaux et humains de toute activité humaine, financière puis économique. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, à ce niveau-là, on voit quand même, encore une fois, un changement dans les mentalités où
ben, le fait d'avoir intégré des départements en environnement minier dans l'industrie minière, ben, ces gens-là sont capables d'aller dire aux gens de métallurgie, aux géologues, aux investisseurs, que tout ce qu'on peut faire pour essayer de valoriser certains de ces résidus, notamment en les utilisant comme matériaux pour la restauration des sites miniers, ben, ça a peut-être un coût de devoir retraiter partiellement ces résidus-là. Mais si on a finalement moins de coûts au niveau de notre restauration puis du suivi environnemental de nos sites miniers, parce qu'on passe d'un parc générateur de drainage minier acide à un parc qui sera générateur de drainage neutre contaminé, ou encore mieux, à un parc qui ne générera pas de problématiques environnementales, ben là, ces coûts-là, on vient de les économiser. Et donc, en ne mettant pas la restauration à la toute fin, mais en l'intégrant dès les opérations, ben on se rend compte que maintenant, c'est plus pensable de valoriser. Puis je suis d'accord, effectivement, les transports, c'est un coût quand on veut valoriser des résidus. C'est à ça que je me fais souvent dire, ben oui, mais c'est quoi les coûts? Je suis fatiguée d'entendre parler tout le temps des coûts. Est-ce que c'est économique? Non, c'est pas toujours économique, mais il y a un gain à faire derrière, un gain environnemental, puis on va le chiffrer via la restauration. Maintenant, il faut qu'on intègre ces coûts de restauration dans la définition de qu'est-ce qui est économique d'aller chercher une valeur ou pas dans un résidu. On va pouvoir acheter et vendre des crédits environnementaux, Ben, comme on a fait avec le carbone. Éventuellement, si on veut créer des incitatifs, mais juste se dire que notre restauration va nous coûter moins cher, Ouais. ben là, on est gagnant. Puis que le suivi environnemental, au lieu de le faire sur 40 ans, on n'aura plus qu'à le faire sur 10 ans, d'envoyer des gens pour aller prendre des échantillons à des périodes données. Ouais. Ben, on est aussi gagnant d'un point de vue coût. Ouais. Donc, c'est tout ça qu'il faut intégrer. C'est très bien, merci beaucoup. Écoutez, moi je pense qu'il va falloir... on a 5 minutes encore. Oh, bon, c'est bon, ça va. Merci. Mais je vais quand même, parce que Sandra a suggéré 2 questions que je trouve super intéressantes et j'aimerais bien que vous entendre là-dessus. Et c'est vrai, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'elle demande, ça vient de son cru, de son équipe, je suis persuadé, parce que je n'y ai pas pensé. Les activités de l'exploration devraient ressembler à quelque chose qui est plutôt dans un contexte de développement durable. Est-ce que ça, c'est possible? Déjà, pour commencer dessus, ça, la question vous deux. Et comment qu'on fait, d'après elle, comment qu'on fait pour y parvenir? Je trouve ça très intéressant. C'est vrai que comment on peut inscrire tout ça dans un développement durable, c'est compliqué. Pour le moment, on a trop de cadavres dans le placard qu'il va falloir un jour les nettoyer. Donc, comment qu'on fait pour en arriver là? Allez. Je vais te laisser aller. Bien, je pense qu'on en a parlé un peu dans l'ensemble de la discussion, là. C'est-à-dire, ben, de un, beaucoup d'entreprises d'exploration ont participé dans les groupements comme Restauration, c'est-à-dire nettoyer les choses qui ont été faites dans le passé, peu importe qui les a fait, mais ça, c'est de un. De deux, c'est réduire l'impact sur les sites sur lesquels on travaille au minimum. C'est-à-dire que, parce que l'exploration, vous savez, 99% des cibles qu'on va forer ou des projets qu'on génère ce ne sont pas des succès, sont des échecs. C'est-à-dire, c'est très difficile de trouver quelque chose qui va devenir une mine, trouver un dépôt qui va devenir un gisement puis une mine. Donc, les probabilités sont très, très faibles. Lorsqu'on va faire des travaux d'exploration puis qu'on va jusqu'au forage, souvent, le projet va mourir, et puis on ne retourne pas. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va sur le terrain, on devrait, puis qu'on sait qu'on ne reviendra pas, il faut réaménager. Si on a fait des tranchées, il faut réhabiliter, reboiser. J'ai demandé à nos géologues, il y a 3 semaines, j'ai dit, vous montez là, à IUTC, c'est le 27 mai, j'ai dit, ils sont montés avec 500 plants d'épinettes puis de mélèzes sur des tranchées qu'on a faites puis qu'on veut réhabiliter. Donc, c'est ce genre de choses-là. Essayer de, lorsque tu pars d'un endroit, moi j'ai cette philosophie-là, j'aime faire du jogging. Quand je fais du voyage, je vais courir sur le bord des cours d'eau, ces montagnes. Puis, à chaque fois que je passe une place, quand je quitte la place est plus propre. Parce que si je passe en jogging à l'île d'Anticosti, puis il y a des canettes puis des bouteilles, bien, je les ramasse. Je reviens de mes courses, puis là, je suis plein de stock autour de ma ceinture. Fait que, avec la même philosophie pour toute activité d'une seule personne ou d'un groupe d'exploration, tu vas à un endroit, quand tu quittes l'endroit, il faut
pas que ça soit. Il faut que ça soit plus propre que c'était si jamais il y avait lieu à nettoyer, ou encore, il faut que ça soit intact. Je pars avec ça, moi, c'est pas sorcier, c'est une recette simple Ouais, de grand-mère. ouais. Non, non, ben, c'est surtout des étapes saines à pratiquer dès le début. Qu'est-ce que tu en penses, Lucie, du fait que tu sais, faire du développement durable avec des projets d'exploration éphémères et avec une mine qui va tout explorer et probablement causer un dégât environnemental? Pas sûr, mais probablement. Bon, en tout cas, avant, ça existait assez souvent, mais là, on est quand même mieux protégé. Mais comment qu'on peut inscrire tout ça dans un contexte de développement durable? Je sais Ben, qu'on va se répéter un peu là, il y a de ça, mais il faut aller. c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que je vais me répéter un petit peu dans le sens que ben, si on s'en va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette roche-là, le plus on va documenter ce qu'il y a, puis le plus on va regarder qu'est-ce qu'on peut aller chercher, comment on peut maximiser la récupération de ce qu'il y a dans cette roche-là, plus on va tendre vers essayer d'avoir un développement qui va être durable. J'aime beaucoup l'exemple de remonter avec des plans Mhm. pour reboiser, pour limiter les impacts environnementaux. Ça demande beaucoup de planification. Ouais. Donc, c'est peut-être la planification, de prévoir c'est quoi les impacts qu'on pourrait avoir, puis comment on va mettre en place des choses pour les minimiser, puis partir avec ce qu'il faut pour les minimiser. Puis surtout, je pense que c'est de partager ces bons coups-là qui sont faits. Vous parliez tout à l'heure que c'est beaucoup des juniors. Ben, il y en a peut-être du monde qui n'a pas encore cette expérience-là. Puis il n'y a rien de plus bénéfique que de pouvoir bénéficier de l'expérience de ceux qui ont les bonnes pratiques. Donc, on en revient avec la discussion et le partage. Mm. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Je n'aurais pas forcément eu ces idées-là, mais de savoir que ça se fait, ben maintenant, on peut. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, après toutes les années que je travaille sur le territoire CRI, je sais que toutes les personnes sont impactées d'une façon ou d'une autre. Donc, ou ils ont une opinion vis-à-vis ça, ou encore ils sont amers parce qu'ils ne font pas partie de ça, ils ne sont pas intéressés. Et c'est vrai, tout le monde ne peut pas être intéressé à une industrie comme celle-là. D'autant plus que dans le secteur, il y a beaucoup de secteurs chez les CRI qui a une demande assez élevée. L'emploi, on en a fait un bon, Joanie, là-dessus. L'emploi, il y a le côté de santé, le côté social, l'éducation, la construction des routes et des maisons. Donc, il y a tellement de demandes que c'est très difficile pour nous d'aller partout pour combler ces emplois. Mais en même temps, chez les CRI, ça a toujours été une espèce de méfiance, et une méfiance très justifiée, on s'entend. Je veux dire, c'est arrivé dans leur cours arrière, c'est-à-dire en Abitibi, ça fait quelques années. Et heureusement, l'Abitibi s'est rattrapé avec le temps, avec la modernisation et tout. Mais à l'époque, écoutez, je ne sais pas, mais moi, je vois Joutel et j'ai envie de m'évanouir. Et avant, c'était tout comme ça, comme Joutel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même assez expressif comme situation. Donc, il y a des choses, il y a Opemiska, il y a d'autres places aussi où on n'a pas pu échapper à un dégât minier. Mais il reste que chez nous, et là je veux vous entendre parce que je veux avoir votre opinion, parce que chez nous, à Néo-Ichty, c'est un territoire vierge, un territoire beau, un territoire vraiment qui a toutes les ressources qu'on peut imaginer. Donc, pour conclure, qu'est-ce que nous, dans notre contexte, quel conseil vous nous donniez avec tes 40 ans d'expérience dans le domaine et avec ta connaissance de recherche depuis des années? J'aimerais ça, juste que si vous avez un bon mot pour nous, parce qu'on a déjà quelque chose en marche, hein, on s'entend. On fait de la formation, on fait de l'éducation, on fait beaucoup de choses. Le leadership est très, très axé sur bien bonifier tout ce qui se passe sur le territoire pour le bien de la communauté et le Québec aussi. Mais il reste que, avez-vous un conseil là, je vous force la main un peu, là, vous n'êtes pas obligé d'y aller jusque-là, mais si vous avez une petite pensée pour nous, je serais content. Conseil, mais moi, quand je suis sorti de l'université, le géologue conseil, ça ne m'intéressait pas. Donc, je ne suis pas très bon pour les conseils. Parti à l'université, je dis, bon, il va mieux que je vous dise tout de suite. Je ne pense pas que j'ai vraiment de conseils. Ce que je peux dire, c'est que... Puis, vous savez, là, c'est bien beau, là, tout ce que j'ai dit, mais on en a fait des erreurs dans le passé. Là. Il y a des choses que je ne referais pas, puis que, oui,
tu sais. On apprend nos erreurs, tout ça, puis l'expérience, c'est justement, c'est pas répéter une erreur une fois qu'on l'a faite, puis si on en a fait beaucoup, ben, on paye pour être riche en expérience. Mais le conseil, moi, tout simplement, c'est que agissez comme Selon si votre vous conscience. étiez chez vous, peu importe où vous êtes sur la planète. Parce que c'est toujours dans la cour arrière de quelqu'un, c'est toujours dans la cour de quelqu'un. Le principe de si je ne le vois pas, ça fait pas mal. Si ce n'est pas lui, je ne le vois pas, je ne le sens pas, ça fait pas mal. C'est pas grave, ça s'en va dans un autre pays, les cochonneries. Non, la planète, il y en a juste une. Ça veut dire qu'agissez qu'on on est chez soi partout sur la planète, puis agissez comme vous étiez chez vous, puis respectez donc les habitats des gens des autres régions, comme si vous vouliez respecter votre propre habitat. C'est tout. Merci, Dominique. Ici, un petit conseil? Alors là, Ah. là, j'avoue que c'est difficile de donner un conseil après d'aussi beaux Vous êtes conseils. trop modeste. Je pense que je serais allée à peu près dans les mêmes directions. Donc moi, outre le fait qu'on partage tous la même planète, effectivement, puis qu'il faut qu'on se considère un petit peu chez nous, partout. Donc, on traite notre environnement comme si c'était notre maison, puis on continue d'apprendre de nos erreurs, on les documente, ces erreurs-là. On parlait beaucoup de nettoyer. Oui, nettoyer, mais ça ne veut pas dire oublier. Se rappeler ces impacts qu'on a eus, les transmettre à nos générations futures pour qu'ils continuent de s'améliorer. On en parlait avec mon collègue Éric Rosa tout à l'heure en se disant, ben, nous, on fait les choses un petit peu différemment de comment c'était fait auparavant. Puis on voit nos enfants respecter l'environnement de façon différente de ce qu'on fait nous aujourd'hui. Donc, garder espoir que de génération en génération, avec toutes les connaissances qu'on a, on va dans la bonne direction, puis ça va s'améliorer. Les accumuler, les bonifier. Voilà. Et Ben, une dernière idée. Oui, oui, bien sûr. Conseil, parce que moi, je me suis découvert un passe-temps il y a quelques années. C'est vraiment un passe-temps. Puis je fais ça des fois sur des terrains publics sans aucun permis. Je plante des arbres. Ça fait qu'un passe-temps intéressant, planter des arbres. Si souvent, là, les gens là, sur leur cour arrière, ça, ils ont une plate-bande, ben, en avant, il y a une plate-bande. Avez-vous remarqué que dans votre plate-bande, il va toujours pousser des motadis arbres? Là, je dis motadis dans le sens, ben, tu ne veux pas un arbre là, puis des petits arbres qui poussent. Ben, détruisez-le pas, prenez-le, puis retransplantez-le ailleurs, sur un terrain de la ville. Je ne pense pas que je vais faire de prison. J'en ai à peu près 50 de plantés là, à Saint-Bruno. Là. Ils sont rendus entre 1 mètre, puis 2 puis 3 mètres de haut. Là. Mais ça, c'est le conseil, mon petit conseil. Puis les enfants aiment ça. Vous allez avec vos petits-enfants, vos enfants. N'oubliez pas que nous, on ne sera plus là. Ben, en tout cas, moi, je ne serai plus là. Puis eux, ils vont pouvoir avoir planté, voir pousser l'arbre qu'ils ont planté. Merci, Dominique. De toute façon, regarde, là. Moi, je la connais, cette rhétorique que tu reprends, et je trouve ça magnifique que tu as cette envie, cette passion de planter des arbres. Je trouve ça, tu sais, c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est pas tout le monde qui va penser comme ça, et je trouve ça formidable venant de toi. Mais écoutez, moi, je vous ai posé cette question-là parce que là, il y a mon grand chef qui me regarde avec les grands yeux, et moi, s'il me pose la question, c'est sûr que je vais lui dire, il va falloir qu'on fasse partie de cette vague. Il va falloir qu'on fasse exactement ce qu'on a besoin de faire, et pour sauver le territoire, et pour faire de l'argent quand même. Parce que si l'économie, si le développement économique se passe là, ben, il faut quand même qu'on en profite de ce développement-là, n'est-ce pas? Je n'ai pas tort de dire ça à mon grand chef, d'après vous. Puis moi, j'ai hâte d'avoir plusieurs géologues de la Nation CRI. Oui, si ça va venir. les Ça va jeunes venir. grandir puis aller dans les. Là, tu me mets de la pression, là, mais ça va venir. Ben, j'irai même plus loin sur ce que tu disais. On parlait tout à l'heure qu'on n'a qu'une seule et même planète. On peut quand même être fier au Canada, au Québec, de la façon dont on exploite nos ressources minérales. Vaut peut-être mieux le faire ici avec notre conscience de l'environnement que de le laisser faire à d'autres places où c'est l'environnement qui paye, où c'est les populations qui payent par leur santé parce que les compagnies ou les gouvernements n'ont pas les mêmes rigueurs et les mêmes exigences qu'on a. Et c'est peut-être un devoir qu'on a nous aussi en tant que citoyens, de pousser à ce que ça soit fait aux bonnes places. Merci, voilà le mot de la fin. Je vous remercie infiniment. J'espère qu'on n'a pas été trop lourd pour vous, qu'on a été assez léger.
et que la discussion nous a amené à quelque chose. Merci Dominique, merci Lucie. C'était vraiment un bonheur de vous avoir. Merci à vous.